Allez, attention, on est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Enfin Peut-être, où j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité en la personne de Arnold de l'Eureka Café. Salut, j'espère que tu vas bien. Plutôt bien. On va commencer direct dans le dur en te demandant de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi l'Eureka Café, pourquoi c'est génial comme truc. Ok, moi j'ai fait des études d'ingé, donc j'ai fait une école à Bordeaux et une à Montréal, un double diplôme. À Montréal, avec des potes, j'avais fait des soirées au départ chez quelqu'un, après dans un café où on parlait un peu de ce qui avait piqué notre curiosité, des TED, des vidéos YouTube, des articles et tout. Ça marchait bien. Tu veux un galet peut-être? Je vais y arriver. Vas-y, prends le galet. Je pense qu'en vrai ça aiderait. Et c'est vrai, confiture, c'est ça? Et ouais, donc on faisait soirée confiture. L'idée c'est étale ta culture aux soirées confiture. Et ça marchait bien, c'était sympa. Et en fait, quand je suis rentré de Montréal et de mes études, j'avais envie de monter un projet avec un ami sur la diffusion des sciences de manière conviviale. On a réfléchi à ce que ce soit un escape game ou un lieu genre comme un café. Et au final, on s'est orienté vers un café. Et donc, ça a pris un peu un an à faire sortir le truc de terre depuis que je suis rentré. Mais en 2017, on s'y est vraiment mis. Et en avril 2018, on a ouvert l'Eureka Café. Et l'Eureka Café, donc, c'est ce que je fais depuis tout ce temps. C'est un lieu qui est à Toulouse, qui est un café qui monte. Ouh, agréable. Pour les arachnophobes, ça va être parfait cette partie. Allez, viens là, toi. Et donc, l'Eureka Café, donc, qui est en Toulouse, c'est un café un peu particulier où on paye à l'heure et pas à la conso. Donc, en gros, on rentre, on prend ce qu'on veut, il y a des tartines. C'est plus presque un lieu de vie, un lieu d'échange. La plupart des gens le vivent un peu comme une auberge de jeunesse, des trucs comme ça. Et c'est un mélange entre, du coup, salon de thé, coworking, lieu culturel, voilà. Et donc on paye juste genre le temps en partant, ce qui fait que tout est en libre service et ça crée un truc un peu comme à la maison, où il y a une cuisine, voilà, on se fait le café, on discute avec les gens, il y a des jeux, il y a des bouquins, il y a des salles pour travailler, chacun fait un peu sa vie. Et donc dedans, nous, le but c'était de faire un truc tourné vers les sciences, dans la déco, dans l'événementiel, dans les ressources disponibles dans le café, tout ça. Donc dans la déco, ça veut dire qu'il y a plein de petits objets, des petits trucs, il y a des petits trucs, des curiosités. Des toupies en bois avec une forme mathématique particulière qui tourne dans un sens. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a juste des trucs de déco rigolos, genre il y a un vieux scaphandre qui a 100 ans. Alors ça, c'est une pièce un peu remarquable et du coup, ça lance des discussions aussi, voilà. Et donc voilà, donc moi je l'ai monté avec Samuel Juyot qui a une thèse en biologie. Salut Samuel. Sam qui devait être là aujourd'hui, mais qui a d'autres projets. Et du coup, voilà, on l'a monté avec une approche plutôt, nous, sciences de la nature, forcément, parce que ingé et thèse en bio. Mais moi, j'aime beaucoup les sciences sociales, et même si j'ai aucune expertise ou éducation particulière dedans, je suis beaucoup intéressé par ça. T'essaies de t'y former, quoi. Voilà, et au fur et à mesure, un peu, on a essayé par le bouche à oreille, les rencontres et tout, d'inviter plus de sociaux, archéo, anthropologie, géographie et tout au café. Cool, parce que j'ai l'impression, au moins pendant un temps, ils étaient un peu oubliés de la médiation, de la vulgarisation scientifique. On voyait plus des sciences dures, des maths, de la physique. Cette scission-là, la science dure, elle est culturelle, je ne l'ai pas vécue de l'intérieur, parce que moi, j'ai fait que 2 ans de recherche et j'étais au Québec. Donc voilà, je vois pas trop l'interaction entre les deux, mais c'est vrai qu'il y a deux cultures très différentes et je le déploie. Mais j'ai l'impression que c'est en train de s'équilibrer plutôt maintenant. Ouais, carrément. Carrément. D'ailleurs, on fait plus vraiment la distinction entre sciences dures, sciences humaines. En fait, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment de frontières nettes entre les deux, il y a plutôt un continuum. La plupart des... Tu vois, depuis le temps que j'accueille des chercheurs au café, qu'on discute, etc., ou qu'on prévoit des événements, j'ai très peu d'interlocuteurs qui actent cette scission un peu dans leur tête en mode oui, il y a vraiment une frontière et c'est pas du tout la même chose, etc. Par contre, dans le vocabulaire, on se traîne toujours ça. La plupart des gens vont dire sciences dures, vont toujours avoir vraiment ce truc de séparer un peu les deux. On n'est pas encore dans un moment, j'ai l'impression, où c'est fluide tu vois, entre tous ces domaines. Enfin, c'est mon ressenti. Mais je pense que je le ressens aussi. Et il y a encore, je pense que ça se tasse, mais je pense qu'il y a quelques temps encore, certaines personnes considéraient limite que c'était pas de la science, tu vois.
Ouais, alors, moi hier heureusement, j'avais. on est sorti de ça, je pense, depuis un certain temps. Mais oui, je vois ce que Je tu donnais veux un cours hier et il y avait une étudiante en psycho qui disait qu'elle avait rencontré des gens qui disaient ben non, la psychologie c'est pas une science. Ouais, non, mais ça, Et je pense ça que- m'étonne pas. Il y a des vieux schnocks, Ouais. il y en a. Ouais, il y je en a, pense hein. que c'était plus du tout d'actualité, ça fait pas du tout consensus ou quoi Non. dans quelques communautés que ce soit. Trop cool alors. Et du coup, vous organisez aussi des conférences, Et voilà, et invités du du coup, monde. donc c'est ça, le but du lieu, en gros, c'est d'avoir une plateforme qui est un... En fait, les deux piliers de l'Eureka Café, c'était de faire du lien social et de la diffusion de la culture scientifique, et les deux Ça s'en mêlent. match bien. C'est-à-dire que c'est plus sympa de faire diffuser les sciences quand t'as des gens, un endroit où tout le monde est à l'aise, discute, c'est cool, on prend une bière, on prend un café et tout. Donc ça nourrit le côté diffusion des idées et discussion, plus que quand tu es dans un amphi assis à attendre la séance de questions-réponses à la fin. Et en même temps, pour nous, c'est important de juste aussi s'inscrire dans comme on est un lieu physique quoi, où tu peux aller, dans le réseau local, quoi, la ville, les autres assos, Ouais. accueillir des trucs qui n'ont pas forcément de rapport avec les sciences, mais ouais, qui font du lien social. Faire vivre Ouais. ce tissu associatif. C'est ça. Et- Et donc, ouais, j'ai pas bien répondu, mais du coup, la plateforme sociale, et juste le café vis-à-vis, il y a des gens, ils viennent, ils s'en fichent des sciences. Et après, nous, on fait plein d'événements, majoritairement tournés vers ça, mais pas Ok. que. Donc, 2-3 par semaine, quoi. Ok. Et voilà, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une distinction intéressante à faire entre le grand développement qui est en ce moment de la vulgarisation scientifique sur YouTube ou sur les internets à grande échelle, et à côté, vraiment une vision plus locale de ça. Ouais. Et moi, de plus en plus, je trouve que c'est bien de vachement favoriser le local. Enfin, même si les deux ont des intérêts, tu vois. Ouais, complet. Mais je pense que le fait de le faire à petite échelle, rencontrer des gens physiquement et tout, je pense que c'est bien parce que voilà, quand on est à grande échelle, par YouTube ou par truc interposé, il y a moins d'échanges. Et je pense que l'échange, c'est quand même un truc assez primordial pour développer de la connaissance. Si Exactement. c'est dans un ouais, seul sens, ça marche moins bien. C'est ça, et il y a vraiment c'est un truc qu'on a complètement vu la dernière année et demie, que j'avais déjà un peu en tête avant de lancer le café et tout, qui était un peu quelque chose que je me disais, mais là je suis 100% convaincu. Enfin, voilà. C'est que en ligne, il y a vraiment ce truc où plus on avance dans le temps et plus on voit les effets pervers un peu du web, des réseaux, etc. Où ça a apporté plein de choses, mais ça a aussi apporté le fait qu'on s'envoie tous des tirs de bazooka dans des commentaires. La logique du nous versus eux est hyper renforcée par les algorithmes et l'anonymat aussi. Ouais. Enfin, il y a tous ces trucs qui rentrent en compte. Et puis des qui bulles font que- sociales, ce qu'on appelle Ouais, voilà, les bulles d'opinion, quoi, Ouais. sur les les réseaux. chambres d'écho aussi. Exactement. Et du coup, ça, c'est sûr que, franchement, il n'y a pas de... Enfin, une recette très simple pour le casser, c'est que les gens se voient en vrai, quoi. Ouais. Tout simplement. Alors oui, tu perds peut-être en taille de diffusion, etc. Mais l'échange que tu as ou la discussion que tu as, elle va vraiment Ouais. percuter au bon endroit, ouvrir des portes. Si c'est bien fait, laisser de la place à la nuance, à ce que chacun puisse exprimer son ressenti et tout. Et puis juste les gens sont plus aimables les uns envers les autres quand Ouais. ils sont à côté, quoi. Donc ouais, carrément, moi je pense que c'est un truc qui a sa place, qu'il faut pousser au maximum. Je pense quoi. aussi. Et du coup, d'où ma première question peut-être, c'est pourquoi ça n'existe pas partout ce truc-là en fait? Énorme. Vu que c'est bien, c'est une super idée. Et Franchement, c'est une question qui m'a hanté. Parce qu'en fait, Ouais, déjà, je est-ce que sais ça pas. existe ailleurs? Alors, selon moi, non, dans le sens où quand on a monté le café, notre première réaction c'était où est-ce qu'il y en a un autre? Faire un café où on parle de science, c'est pas l'idée genre Oui. monumentale du siècle. Parce qu'en tu fait, vois. il y a des cafés philo, des cafés Voilà. littéraires, ça existe. Et donc, nous, on s'est dit, ça doit exister un endroit comme ça. En fait, ce dont on s'est rendu compte, en tout cas, en cherchant nous-mêmes et puis en parlant à des gens qui sont dans la médiation scientifique, etc., c'est qu'il y a beaucoup de lieux qui existent où tu as des événements autour des sciences. Des cafés ou des bars où les gens ont une envie d'accueillir Ouais. des trucs comme ça, j'en ai vu dans plein de villes, Ouais. des assos qui investissent un lieu régulièrement et tout. Mais un endroit où, de base, les gens qui ont monté le bar, le café, enfin, voilà, ils l'ont tourné vers les sciences, dans le nom, la déco, l'esprit quoi, du Ouais, truc, ouais. en gros, la programmation entière et tout. Bah, on n'a pas trouvé quoi. Et j'étais assez étonné parce que je me disais, bon, bah, c'est pas. Tu vois, c'est pas un truc de Même, fou, quoi, comme idée. J'ai ailleurs qu'en l'impression d'avoir France, peut-être inventé En dehors de la France, peut-être? Alors, en dehors de la France, on a cherché. En gros, j'ai pas trouvé. Alors, Premier au monde alors? Je sais qu'il y en a pas en Allemagne.
J'avais discuté avec... Enfin, j'arrive plus à me rappeler de la personne. En fait, donc il y a longtemps, j'ai participé à un concours qui ressemble à ma thèse en 180 secondes. Et où il faut parler de science en scène, enfin sur 3 minutes sur scène. En 3 minutes sur scène. Et du coup, j'avais gagné la finale française, j'étais allé en Angleterre, et du coup, j'avais été en contact avec des gens qui avaient gagné la finale de leur pays, de 30 pays. Wow. Et donc, Europe, on avait tous discuté, tout le monde entier. En fait, c'est géré par le Royaume-Uni, le FameLab, c'était géré, puis c'est arrêté. Et il y avait Inde, Azerbaïdjan, enfin, c'était large, quoi. Et donc, on avait tous des discussions en marge du truc en Angleterre pendant une semaine, dans des bars et tout. On discutait de comment s'est perçue la science dans nos pays. Enfin, il y avait très bonnes anecdotes là-dessus d'ailleurs. Et donc, il y avait quelqu'un, comme ça, j'avais expliqué parce que j'avais déjà cette idée à ce moment-là. On était en train de taffer un peu le plan pour monter le projet. Et j'avais discuté avec quelqu'un qui était assez impliqué, qui avait genre. Qui était bien plus âgé que moi et en Allemagne. Il me disait, mais j'ai jamais entendu parler de ça en Allemagne. Enfin. Je serais extrêmement heureux si quelqu'un, tu vois, en voyant la vidéo ou en entendant le podcast, peut me dire mais si, à tel endroit, il y a ça, c'est trop bien, faut que vous regardiez. Mais voilà, depuis... Commencer peut-être à créer un réseau de cafés scientifiques. Depuis qu'on a monté le café, j'ai des personnes qui me disent trop cool, il y a ça aussi qui fait ça. Il y a des lieux où il y a des trucs de science une fois par semaine, mais un lieu vraiment tourné vers les sciences qui soit un café assumé, voilà, je n'ai pas trouvé. Et je sais pas pourquoi. Parce que... c'est étonnant. Ça me semble cool et pas si fou. Là, tu as piqué un peu ma curiosité là, en disant que tu avais parlé avec de la vision des sciences, peut-être de la médiation scientifique dans d'autres pays. Est-ce que toi, tu dirais qu'en France, on a vraiment une spécificité ou une manière d'aborder les choses qui est un peu différente Alors, après, pas spécialement... je ne suis pas capable de dessiner vraiment exactement les contours de la culture de la médiation scientifique en France. Ce serait complètement prétentieux et puis je ne suis pas assez présent dans tous les trucs. Par contre, j'ai pu, par miroir un peu, genre effet de contraste avec les autres pays où on discutait, voir des trucs. Notamment le fait que déjà, comme dans beaucoup de pays développés, la science, même si tu vas dans la rue aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un est-ce que tu connais Shakespeare ou Voltaire, un truc qu'il a écrit, tu as plus de chances d'avoir une réponse positive que si tu dis Newton ou des lois de la thermodynamique, tu vois. Paradoxalement, le deuxième touche plus la vie quotidienne, vu que ça régit beaucoup de choses qui nous entourent, que le premier, quoi. Mais même s'il y a ça, la culture scientifique, c'est quand même un truc présent dans les bibliothèques, il y a des musées, il y a des planétariums, il y a des machins. Et ça fait partie de la culture, en fait, dans notre tête. Les gens, je pense qu'il y a une certaine scission dans la tête des gens, mais c'est quand même dedans. Tu vois, à contrario avec, par exemple, l'Ouganda. Donc c'était Irène, la finaliste de l'Ouganda, quand on avait discuté là-bas. Et elle me disait, chez nous, il y a vraiment un truc plus où dans les milieux ruraux, la science c'est encore perçu comme un truc très très vaudou, étranger, quoi. C'est de la magie noire, quoi, presque. Il y a ce truc très... Voilà. Après, de manière générale, est-ce qu'il y a un truc particulier en France ? On est beaucoup touché par l'élitisme. Par exemple, la place des maths, ou comment on véhicule les sciences dans le système scolaire. Bon, ça, je ne vais pas étaler dessus, mais tout le monde l'a vécu, quoi. C'est pas fou. Donc je pense qu'il y a du snobisme un peu qui est bien mis présent là-dedans. Mais surtout dans le milieu scolaire, je pense. Après, dans la médiation, non, pas trop. Est-ce que tu as rencontré des gens qui disaient que dans leur pays, c'était compliqué même de faire de la médiation scientifique à cause de la culture locale, de la religion peut-être qui empêche de parler de certaines choses. Non, là les mêmes exemples, il y a des gens dans des pays d'Afrique qui faisaient super gaffe à comment, en fait c'était pas difficile, mais disons qu'ils devaient se placer dans une posture où ils disaient on marche sur des œufs, on n'est pas les bienvenus, et il faut qu'on désamorce certaines choses avant de pouvoir nouer un lien avec les gens et discuter, etc. Elle, Irène en l'occurrence, elle travaillait sur la malaria. Et donc c'est très important qu'elle noue un bon contact avec les gens, parce que après c'est des campagnes où ils vont installer, je sais pas, des moustiquaires chez les gens pour réduire c'est de sauver des vies, quoi. Donc il y avait vraiment un enjeu fort, tu vois, à ça. Mais après, oui, c'est sûr que paradoxalement, tu vois, c'est là qu'on avait une discussion hyper intéressante. J'avais une discussion avec Irène de Ouganda, Chiaomé qui était en Afrique du Sud, j'ai oublié son prénom, une jeune fille australienne qui finissait sa thèse, et moi donc France. Donc tu avais Australie, France qui sont deux pays occidentaux, voilà, et Afrique du Sud aussi développés mais avec une autre culture, et Ouganda.
plutôt en développement, quoi. Et donc, on parlait de notre vision des sciences dans chacun des pays. Et en fait, tu voyais que, tu vois, typiquement, Irène a dit, bon, ben, en Ouganda, mal vu, machin, vaudou, etc. Mais, en termes de vaccination, on parlait de comment c'est vu les vaccins, et ben, il y avait beaucoup moins de mouvements contre les vaccins, anti-vaccins et tout, sceptiques, machin, parce que là-bas, les bénéfices du vaccin sont très proches temporellement. C'est-à-dire qu'ils ont eu des problèmes récemment, des maladies où il y a l'oncle, il y a le fils, il y a le papa, il y a le grand-père qui est... Enfin, c'est un truc qui touche la vie des gens. Le vaccin est arrivé, on a éradiqué une maladie. C'est palpable dans le vécu des gens. Souvent, on raisonne ou au moins on réagit de manière très sensorielle par ceux qui nous touchent vraiment directement. C'est complètement et normal. Pas trop par, par des raisonnements qui sont un peu plus... indirect, quoi. Bah, disons qu'on peut faire les deux, mais c'est-à-dire que ce vers quoi on le tend le plus facilement, c'est ce qui nous entoure, c'est les gens qu'on connaît, etc. Et donc voilà, il y avait cette ambiguïté où genre la science était beaucoup plus acceptée, en fait, impliquée dans notre société comme un truc, machin, il a fait des études scientifiques et tout. Et en même temps, quand tu regardes la proportion sur des sujets qui sont scientifiques ou techniques comme les vaccins, en plus d'être sociaux, quoi, il y avait vraiment genre, tu vois, l'Australie et la France, il y a beaucoup plus de trucs anti-vaccins. Donc c'était très marrant de voir un peu des paradoxes comme ça. Ouais, c'est marrant, du coup c'est pas les mêmes enjeux partout. Et en fait, je te posais la question parce qu'il y a encore des pays où le simple fait de parler de science, d'esprit critique, de libre pensée, c'est condamnable, et il y a des gens qui sont encore même condamnés à mort dans certains pays juste pour avoir fait acte de libre pensée, acte de ce qu'on peut faire librement ici, et du coup... j'ai pas discuté avec des gens qui avaient après, vécu je pense ça, que c'est assez particulier, mais par exemple, je sais qu'au Bangladesh, il y a des gens qui ont été assassinés en pleine rue parce qu'ils avaient un blog qui parlait d'esprit critique, quoi, ce qu'on fait ici un peu aujourd'hui, quoi, dans un pays très religieux. Donc voilà, juste pour dire que ce qu'on fait ici, c'est quand même un peu un privilège. Enfin, un privilège, non, ça devrait pas l'être. Mais c'est pas fondamental, mais c'est pas le cas partout. Juste pour le rappeler. Et du coup, donc, bon, voilà, comme tu dis, ici en France, la science est quand même partie intégrante de notre culture, enfin, ça choque personne, mais il y a des gens à qui le mot science fait peur, ou les mots mathématiques, des choses comme ça, les gens ils voient ça. C'est sûr. Alors du coup, comment, toi tu gères ça, comment vous gérez ça au café? Est-ce que vous allez essayer de chercher un petit peu ces gens-là qui ont un peu abandonné la science, ou qui ont été abandonnés par la science, je sais pas comment on peut le voir, comment vous faites pour aller chercher ça et éviter de créer cette frustration? C'est le nerf de la guerre. Clairement, c'est comment on fait pour... Pour moi, les sciences, c'est un truc qui concerne tout le monde, parce que encore plus aujourd'hui dans nos sociétés, ça a plein d'impacts sur tout. Tu peux parler d'IA, tu peux parler de santé, il y a tellement de thèmes où c'est important, si tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on t'impose parfois, d'avoir les trucs techniques. Et oui, clairement, comme tu le dis, le système scolaire français et puis la culture française un peu snob, élitiste des fois, ou la place des maths qu'on donne, il y a beaucoup de choses en même temps, en fait, qui font que énormément de personnes ont dit bon, les sciences c'est pas pour moi, c'est moi de toute façon j'étais nul en maths à l'école, tu comprends. Donc tous ces trucs là, et c'est vrai que pour le café on a beaucoup réfléchi là-dessus. L'exemple basique dans cette discussion que je sors tout le temps, c'est qu'on a choisi le nom Eurécafé justement en faisant attention à ce qui n'est pas science, nulle part, tu vois. Quand tu verras dans la rue, si tu passes dans le café, il y a Eurécafé, café des curiosités. Eureka, curiosité, on sent qu'il y a c'est plus positif que science pour certaines personnes. Il y a un truc, mais l'idée c'est de surtout pas mettre science en pleine face de tout le monde, parce que justement on sait que les gens beaucoup de personnes vont être rebutées par ça. Et du coup ne pas faire de l'entre-soi en mode on fait des événements, il y a que les gens que les étudiants des trucs scientifiques, les gars ultra saoulés par son stylo. Je prends un autre galet. Je mets un galet sur le stylo. Et donc on essaye de faire super gaffe à ça, sachant qu'il y a toujours des limites, quoi. Il y a un moment où tu sais que tu pourras pas toucher tout le monde, surtout pour un projet on est genre 2 personnes au départ, on a un espace très limité. Et en même temps on a un gros avantage qui est que en plus de ce côté on va dire système scolaire, culturel et tout, l'autre problème qu'il y a avec la science dans l'œil du public, je pense, c'est le côté institutionnel,
où vraiment on a cette image de la science qui est une espèce d'édifice comme une grande bibliothèque où il y a des rayons très séparés, où il y a des tiroirs avec des connaissances béton, mon gars, c'est comme ça et tout. Puis des scientifiques en blouse blanche qui marchent dans la bibliothèque. Les mecs, ils se lèvent le matin, ils disent bon allez hop, j'écris un truc, maintenant c'est vrai. Enfin, il y a ce truc un peu très froid, institutionnel et tout. Déshumanisé au possible, quoi. Qui est déjà très éloigné de la réalité de la recherche, où en fait c'est juste les chercheurs, ils se lèvent et ils galèrent tous les jours, ils se trompent 200 fois et au bout d'un moment ils font peut-être ça marche ça, mais c'est une aventure quoi, genre c'est bouillonnant, tu vois. Ouais. J'aime bien cette phrase, je sais pas si tu connais, je crois que c'est de Arthur Clarke, l'auteur de science-fiction, qui a dit la phrase la plus importante en science, c'est pas Eureka, désolé pour le récafé, c'est pas Eureka, c'est tiens, c'est marrant. Le fait d'être juste étonné comme ça, tu vois. Ouais, carrément. Je crois que c'est en anglais, il disait oh, that's funny. Ouais, c'est vraiment la phrase, c'est plus important que Eureka. Tu tombes sur un truc en mode genre. Ouais. Et genre, c'est vraiment. C'est plus la démarche que le résultat en soi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de comment. Ouais. Et du coup, pour le côté institutionnel, c'est aussi. Donc, l'avantage qu'on a, nous, avec un petit projet, je veux dire, pour contrebalancer le fait qu'on a des moyens très limités, c'est que, bah oui, on débarque et on fait ce qu'on veut, quoi. Si on a envie d'être un café sympa. De présenter les choses d'une certaine manière, on n'a pas d'étiquette à respecter, on ne représente pas une institution particulière et tout. Et ce qui fait que par rapport à un musée, une bibliothèque ou tous des trucs comme ça, qui viennent avec leurs moyens, mais aussi avec leur bagage institutionnel, tu vois. Oui, la connotation qu'il y a derrière, quoi. C'est sûr, voilà, bibliothèque ou musée, c'est peut-être dommage, mais ça te rend pas forcément du rêve, quoi. Voilà, c'est ça. Tu te bats contre les préjugés qu'ont les gens envers toutes ces institutions-là. Et nous, quelque part, on bypass, tu vois. On passe à côté et ça permet de... Initialement, quand on a ouvert notre truc, et je pense que c'est toujours ce qu'on se dit, mais c'est vraiment... l'idée, c'est d'être une première porte que les gens peuvent franchir par hasard ou pas. Et d'allumer la flamme de la curiosité quelque part, de lancer des petites questions, tu vois, de faire c'est marrant. Putain, je savais pas, tout incroyable, et de redispatcher vers, vous savez qu'en ce moment il y a une expo machin, oui, telle vidéo YouTube, tout. Comme moi je suis un très grand consommateur de contenu de vulgarisation, etc. J'ai beaucoup de discussions que j'ai avec des gens, je dis mais vous devriez regarder machin et tout. Et donc c'est. Mais ouais, je me conçois un peu comme un gars qui accueille une porte. La première porte, après voilà. Après moi, parce que d'un point de vue extérieur, la science elle peut être vue comme une espèce de forteresse un peu dure à pénétrer, un truc auquel on n'appartient pas, etc. Et en fait justement, je pense que c'est un truc important à faire de faire ses portes d'entrée, de faire ses. C'est ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Hein, c'est le truc que je déplore beaucoup et qu'on a vu avec toute l'histoire du coronavirus, aussi les trucs médiatiques et les polarisations autour de Didier Raoult et tout, c'est que la science est tellement reliée à un côté... il y a des bonnes raisons à ça aussi, hein, mais pour moi, il y en a qui sont mauvaises, mais tellement reliée à un côté élite, institutionnel, que presque par acte... politique de reprise du contrôle sur le réel et sur ce qui nous entoure, on va se dire non, je ne vais pas avoir des raisonnements scientifiques. La science c'est nul. Et tu sais, il y a un truc vraiment de se dire, puisque la science égale ces gens loin à la télé ou des trucs, des gens qui nous imposent des choses dans la vie, etc. Je refuse d'avoir une démarche rationnelle, je refuse ce truc-là, j'y colle quelque chose de négatif émotionnellement. Et je trouve ça dommage, parce que je pense que c'est au contraire, il faut se réapproprier le machin, parce que ça appartient à tout le monde, quoi. L'acte un peu genre anti-scientifique, c'est bien un peu comme un truc de révolté ou de rebelle, tu vois, qui veut se rebeller contre société, qui dirige un peu, comme tu dis, élitiste. Et en fait, moi tu vas me dire ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'au contraire, la science est plutôt un truc qui est libérateur, au moins dans une certaine partie, tu vois, l'esprit critique, qui va te permettre justement de te détacher de certains discours qui peuvent être néfastes, ou tu vois, de s'émanciper, tu vois, de certaines constructions et tout. Alors là, c'est le moment où je pense qu'il faut faire une distinction, tu vois, c'est qu'on dit là où les sciences depuis le début, et là je pense que c'est important de dire la démarche scientifique. À opposer à la recherche scientifique comme elle est faite aujourd'hui, par exemple. Voilà, c'est ça, ou même quand on dit les sciences ou la science, c'est un très grand mot qui englobe la recherche, qui englobe l'ensemble des connaissances déjà produites, comment elle est transmise et tout. Et du coup, là, le truc libérateur, moi je trouve qu'il y a vraiment, c'est la démarche scientifique et aussi le fait d'avoir quelques billes. C'est vrai que si tu sais des ordres de grandeur sur comment, je sais pas moi, est produit l'électricité, et que tu as une personnalité politique qui dit des trucs dessus,
tu vas plus être capable de dire ouh là, il m'en fume. Ouais. Ou ah oui, effectivement, il est dans le réel, quoi. Et donc, il y a ça qui sont des connaissances, quoi. Et En après, fait, l'un implique l'autre. Hein. Si tu as la démarche scientifique, voilà, tu vas tu finis par rapidement avoir des billes. tu vas lire 2-3 trucs Wikipédia, faire ah d'accord et tout, et tu construis ton petit édifice au fur et à mesure. Mais ouais, la démarche, moi c'est vraiment ça que j'essaye de. Enfin, que j'aimerais que les gens aient au plus possible dans leur vie. Pas en mode genre prosélytisme, genre il faut penser comme ça, tu vois. Ce qui est totalement faux et qui est pas du tout adapté. On va dire à quelqu'un la démarche scientifique c'est trop bien pour écrire un livre ou faire un tableau. Bon, non, pas du tout, tu vois. C'est des trucs où t'es dans le ressenti, voilà. Mais d'avoir ce couteau suisse dans ta poche à tout moment, je trouve ça formidable. Et effectivement, c'est trop bien, quoi. Enfin, il y a beaucoup de... je vais faire des trucs hyper vagues, mais je pourrais me lancer dans un truc d'une heure pour dire pourquoi je trouve que c'est utile que tout le monde ait ça dans sa poche. Bah ouais. C'est pas donner comment dire, les résultats aux gens, enfin les résultats scientifiques, c'est plus leur donner voilà, cet outil, ces outils qui peuvent leur permettre de s'affranchir de certaines règles ou de certains discours. En fait, c'est presque, tu vois, la démarche scientifique, c'est presque un truc anarchiste, tu vois, où genre. Mais moi j'ai vraiment dire, vous voulez vous rebeller contre l'ordre établi. Exactement. Faites, appropriez-vous la manière de penser de la démarche scientifique, et puis vous serez à même de creuser des trucs et d'avancer solidement, quoi. Genre avec des opinions bien fondées et qui sont solides et où tu peux vraiment aller pied à pied pour faire avancer les choses que tu penses importantes, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça me paraît assez important de promouvoir l'esprit critique. En fait, c'est un peu la même chose, hein, la démarche scientifique ou l'esprit critique. Voilà, dans un acte un petit peu libérateur et s'affranchir de certaines. Et d'ailleurs, il y a un truc que je veux mentionner là-dessus, c'est que on a beaucoup vu cette dernière année. Si tu veux, tous les gens qui produisent du contenu sur l'esprit critique, etc. Il y a le thème des fake news qui est vachement là depuis Donald Trump, même si c'était présent avant. On a beaucoup vu de trucs en mode oh là là, il faut fact-checker l'info, il faut que les gens prennent conscience de leur biais cognitif, il faut regarder comme la populace pense mal parce qu'ils sont bêtes, alors qu'il y en a qui pensent bien, tu vois, ce qui est déjà éclaté au sol parce que tout le monde a un cerveau humain, donc tout le monde a des biais, voilà. Exactement. Et donc il y a un truc un peu dangereux, je pense, enfin pas dangereux, mais il faut faire attention quand on est dans la posture où on se dit j'aimerais diffuser au maximum la démarche scientifique à tout le monde. De ne pas oublier pourquoi aujourd'hui il y a une grosse crise de confiance envers des institutions ou des idées comme la pensée rationnelle, la démarche scientifique. Pourquoi on en est là, et que oui, ça fait des années que de loin, quand tu vis pépousie dans ton coin, t'as un amalgame de gens qui décident des trucs ou de progrès technologiques, etc. Où oui, tu peux te dire la réduction des budgets dans plusieurs services publics ou des trucs comme ça, on peut le mettre dans le même sac que les gens qui décident et les gens qui font de la recherche et de ça, parce que quand tu connais aucun chercheur dans ta vie et que pour toi les institutions c'est un même sac, c'est normal que tu fasses cette généralité. Et donc je suis pas étonné, tu vois, j'ai eu une discussion en campagne, là je faisais un stage de peinture il y a pas longtemps avec quelqu'un qui ne s'était jamais vacciné et qui voulait pas se vacciner pour la nouvelle pour le Covid, mais qui était pas anti-vax en mode militant, quoi. C'était plus genre tu vois, crise de confiance, je suis pas trop pas trop à le crier sur tous les toits, mais voilà, un peu genre pas sereine. Et quand je discutais avec cette personne, il y avait vraiment le truc de elle me raconter sa vie, ce qu'elle avait vécu, tu sais, autour d'elle en termes professionnels, de où est-ce qu'elle avait travaillé, ce qui s'était passé, et comment elle voyait de loin, tu vois, les trucs institutionnels, scientifiques, et je pouvais pas lui en vouloir, tu vois, de pas vouloir ça. Je veux dire, j'avais tous les arguments de mon côté, et à l'intérieur, j'étais un peu en mode, j'aimerais bien que tu réussisses, je trouve ça quand même chouette, mais j'avais du mal à lui en vouloir, quoi. Je dis, je comprends. J'ai plein de questions qui me viennent. Alors déjà, juste pour rebondir là-dessus, c'est que les gens, je pense, qui sont extérieurs à ça, ont tendance à faire une espèce d'amalgame entre la science, la démarche scientifique, la méthode scientifique, et on va dire tout l'appareil techno-industriel, politique, financier qu'il y a derrière. Et qui, reconnaissons-le, qui a aussi un pouvoir sur ce que produit la science. Reconnaissons-le, c'est l'éléphant dans la pièce. Et du coup, ma question à moi, c'est souvent on a tendance à dire que ces gens-là, par exemple, qui
croient pas en science ou qui sont un peu complotistes, etc., que c'est un peu de leur faute ou quoi. Mais est-ce que, avant tout, c'est pas... c'est leur faute parce qu'ils sont pas assez renseignés ou parce qu'ils sont... je sais pas, ils sont un peu... je sais pas. Bon, bref, plein d'arguments. Est-ce que le problème à la base, ça vient pas plutôt de la science et de la communication de la science, comment la science communique, comment les médias en parlent, comment on en parle à l'école, comment on en parle, voilà, comment les chercheurs vont parler de leurs trucs. Oui. 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 Voilà, ok, simplement. question suivante. Ouais. Non, mais clairement, c'est multifactoriel, c'est ça, parce qu'il y a les histoires institutionnelles d'amalgame qu'on fait de loin, il y a les scandales, je sais pas, tu peux avoir des scandales sanitaires, je sais pas, imagine quelqu'un qui a vécu mal, il y avait une histoire avec le lévothyrox, je crois, à un moment, un médicament, si quelqu'un qui est touché par ça, ou si tu es le proche de quelqu'un qui est touché par ça, tous ces trucs-là, ça joue. L'école, bien sûr, la prédominance des maths et la manière dont c'est enseigné. Le fait qu'on enseigne beaucoup les sciences, comme la bibliothèque que je décrivais, avec les tiroirs et tout, plutôt que comme un truc un peu avec lequel on peut jouer. L'histoire des sciences, il y en a très peu, et bon, après, c'est... Je le déplore, mais en même temps, je sais que le Tetris de caler un certain nombre de connaissances en un temps limité, c'est compliqué à faire passer, mais moi, j'ai redécouvert l'histoire des sciences bien après mes études scientifiques, ou à la fin en tout cas, où je relisais des trucs, je regardais des séries comme Cosmos avec Neil deGrasse Tyson, tu sais, qui ont fait des dessins animés sur la vie des gars qui ont découvert les trucs. Et c'est formidable, c'est des feuilletons, t'as envie de le suivre, c'est fou comment il est tombé là-dessus et tout. Et du coup, tu revois plus du tout ça pareil. Et c'est génial. Enfin, moi, je trouve que ça manque tellement l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, tu comprends pourquoi certains concepts ont émergé, pourquoi on a eu certains problèmes, plutôt que de donner le résultat tout fait. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est sûr que ça. Donc, oui, tout ça, ça joue quoi. C'est pas la faute des gens pour moi. Voilà, c'est. En fait, tu vois, limite, j'ai envie de dire que s'il y a des mouvements anti-vax existent, c'est pas tant de la faute des anti-vax que la faute de la science qui communique mal sur ces questions-là. En exagérant un petit peu le trait, peut-être. Après, il y a les deux parce que le monde est rempli de nuances. Après, il y a peut-être aussi toujours des gens mal intentionnés qui tirent leur épingle du jeu et qui vont. Un bon exemple, ça a été. Alors, je sais plus à quelle période c'était l'an dernier. Il y a eu une espèce de Avengers des gens pseudo-scientifiques. Je me rappelle plus quand c'était. Qui ont fait une avec conférence. Charbonnier et tout, qui ont fait un truc ensemble. Les gars, ils ont des thèses qui sont même pas cohérentes entre elles, même si elles sont déjà pas cohérentes toutes seules. En fait. Et genre, ils ont agrégé toute leur communauté. Il y a eu une espèce de gros truc comme ça. Et ça, c'est des personnes qui, pour moi, sont vraiment malhonnêtes, quoi. Elles se font des sous en vendant des bouquins, en faisant des conférences dessus. Elles capitalisent finalement sur ce besoin qu'ont les gens de s'opposer à un truc scientifique ou parce qu'ils ont vécu quelque chose de négatif envers ça. Bah, surtout que c'est des gens peut-être qui justement essaient de lutter contre la marchandisation ou contre tu vois, le truc financier et en fait ils se retrouvent devant des gens qui en fait profitent de ça. C'est ça. Mais tu vois, au café, donc je discute beaucoup avec les gens juste qui passent. J'en ai eu des gens qui ont des idées très exotiques. Ah oui, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes au café avec des gens qui étaient vraiment anti-science et genre qui vous en voulaient ou des trucs comme ça? Pas du tout, parce que de base, nous, j'impose rien aux gens. Et toutes les discussions que j'ai eues avec des gens qui avaient quand je dis idées exotiques, ça serait par exemple, un jour, un monsieur est rentré, très gentil, on discute et tout, il me dit, j'ai vu que vous aviez un prisme dans la vitrine. Oui, on a un petit prisme et tout, avec le soleil, ça fait des couleurs dans la vitrine. Il me dit, vous saviez que si on met un deuxième prisme à côté, ça fait une énième couleur, qui s'appelle l'octarine. What? Donc là, mon cerveau explose, je fais, pourquoi énième? Ça ne veut rien dire. C'est quoi le N-1? Pourquoi une nouvelle... l'octarine? Quoi? Enfin, j'ai pas compris. Mais incroyable, c'est ça, j'ai jamais entendu parler. Donc le gars me parle ça, je dis mais d'où... Enfin ok, pourquoi vous... Tu vois, genre, d'où vous sortez ça et tout? Il me dit ouais, c'est les travaux de machin en 1800 bidule et tout. Vous savez, l'optique, on a fait beaucoup de progrès depuis quand même. Hein. Mais je lui dis, bah écoutez, moi, tu vois, je vais pas lui dire vous avez complètement tort, vous êtes dans le faux, salut, tu vois. Je lui dis, bah, ramenez un deuxième prisme. On essaye. Tu vois, genre je lui dis, bah ouais, ok, ramenez un deuxième prisme, on fera l'expérience, on va voir et tout. Et là, j'étais très déçu, parce que le gars, au lieu de dire, ah ok, et tout, il a fait, ah non, mais je sais pas où me fournir ça, moi, tu vois, il a complètement back du truc. Mais c'est pour dire que, oui, voilà, quand je dis idée exotique, c'est ce genre de truc très rigolo, et j'ai eu des discussions un peu plus sur des sujets sérieux, genre les vaccins ou quoi. Mais non, ça se passe toujours très bien, parce que... Comme je te disais, moi, la démarche que j'ai, c'est de semer des graines, quoi, de donner des idées, de montrer aux gens qui peuvent se renseigner par eux-mêmes sur certains trucs et tout. Et je sais que c'est pas en traitant quelqu'un
comment on dirait, d'un culte ou de gars qui sait pas penser ou de t'as des biais, etc. Que ça va faire progresser le schmick. Combien de fois il y a cette citation de Phil Plait dans un très bon talk qu'il a donné Scepticis, je sais pas si tu l'as vu, la Don't Be a Dick, où il dit mais c'est quand la dernière fois que vous avez changé d'avis parce que quelqu'un vous avez traité de connard, tu fais on change, voilà, donc ce Don't Be a Dick, soyez pas un enfoiré. Je crois que c'est dans mon cours que je donne d'introduction à la zététique, c'est genre la première phrase que je mets en avertissement, je dis voilà, soyez pas des connards, soyez pas des enfoirés. Personne ne change d'envie en se faisant insulter, quoi. Le but du jeu, c'est vraiment de nouer des liens avec les gens, de discuter, vraiment de semer des idées, quoi, en fait, de donner les clés à la personne. Après, voilà, si ça marche pas et que la personne elle reste dans ses croyances et tout, bah quelque part, moi j'ai intérioriser le fait que c'est impossible de faire changer d'avis la personne comme ça, quoi. Tu peux, si t'es pendant des mois à discuter ensemble et tout, et encore je trouve que c'est un peu de la manipulation, mais voilà. Mais je veux dire, sinon tu donnes et tu montres que c'est positif et libérateur et tout ce qu'on dit, tu vois, genre c'est à toi de décider, machin, et qu'on n'impose rien, quoi, voilà. Ouais, et j'aime bien aussi cette idée de dire que il faut peut-être un peu dédramatiser aussi les débats, et si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, et écoute, des fois tant pis, et puis on s'arrête là, et on va boire une bière ensemble. Ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Au moins dans une certaine mesure. En fait, si tu te retrouves face à quelqu'un qui est un danger pour lui-même, pour ses proches, pour la société, quelque chose comme ça, s'arrêter et dire bon tant pis si je sais pas, si t'as quelqu'un qui s'enfonce dans je sais pas, moi j'avais accueilli une asso au café qui était alors je sais plus le nom, mais Vigilance Secte, quelque chose. C'est une asso qui a des antennes locales et qui est là pour recueillir des témoignages ou des alertes d'un proche qui dit voilà, j'ai tel enfant, tel frère, tel cousin, oncle qui est dans un truc où il nous voit de moins en moins, tu vois, on sent qu'il s'enferme complètement sur lui-même, etc. Et on sait que c'est à cause de trucs qui lui dit de plus voir sa famille et qui demande des sous, je sais pas quoi. Là, c'est sûr, il faut agir, quoi. Il faut essayer de faire quelque chose. Mais oui, non, moi, là, ce dont je parlais, c'était vraiment le truc un peu... Et alors, t'as mentionné quelque chose qui, en ce moment, je trouve très intéressant, c'est le fait d'être capable d'aller loin dans une discussion, dans le dissensus, d'aller loin dans un endroit où on n'est pas d'accord, et en revenir... et être en mode ok cool à plus check, tu vois. Exactement. Et ça c'est un truc je pense que moi-même je suis pas assez entraîné à ça et que collectivement on devrait essayer de plus cultiver ça. Après tu retombes sur les enjeux de démocratie, de vivre ensemble, quoi, c'est la base. Et je pense que c'était dans une vidéo de Barbara Stiegler sur YouTube, une interview qu'elle a faite, je crois que c'est chez Thinkerview, elle en parle. Bref, le fait d'aller loin dans le dissensus, d'être capable d'être entraîné en fait presque émotionnellement et voilà, dans ta manière de fonctionner avec les gens, d'aller loin dans une discussion où t'es pas d'accord, en restant courtois machin, et d'en revenir et d'être ok, tu vois, et d'avoir avancé quelque part. Ouais, ça c'est hyper cool. Ça moi j'ai vraiment un truc que j'ai envie de plus travailler et peut-être plus faire. En fait, je trouve qu'il y a une idée qui est pas mal, qui va dans ce sens-là, c'est que souvent en fait on a tendance à s'identifier à ces idées, et en fait si j'attaque une idée à toi, si je te dis la science c'est pourri, c'est que des corrompus ou je sais pas quoi, en fait tu vas te sentir un petit peu attaqué à toi, parce qu'en fait c'est un truc que tu défends, t'es impliqué là-dedans, etc. Et ça va être un gros coup pour toi de devoir renoncer à ça ou accepter ça. Et en fait l'idée derrière ça, c'est de dire vous n'êtes pas vos idées, quoi. Faut arrêter de s'identifier à ces idées. Et un truc qui est assez visuel, en fait, je crois que c'est un conseil qui est donné par Julia Galef, je crois, c'est une chercheuse américaine, qui dit plutôt que de visualiser ces idées, tu vois, là, tu vois, dans ton thorax, tu vois, dans ton abdomen, et dès qu'on te touche à tes idées, ça te touche toi personnellement, plutôt les imaginer comme des trucs qui vivotent autour de toi. Il y a certaines que tu aimes bien, dans tes proches, que tu as envie de défendre, mais en fait, si on attaque ton idée, en fait, c'est ça qui prend, tu vois, c'est pas toi. Ouais. Et en fait, moi, maintenant, j'essaie vraiment de faire ça, je trouve que ça marche plutôt bien. Quand on attaque une de mes idées, je vais essayer de la défendre et tout, mais en fait, je vais pas me sentir attaqué personnellement, et je vais pas avoir une réaction un peu épidermique qui va un peu genre envenimer la discussion. Donc essayer d'aller loin, et puis en fait, si la personne au final elle n'est pas convaincue, tant pis, toujours pareil dans une certaine mesure où ça reste dans un cadre où il n'y a pas de risque ou quoi, et puis après, tant pis, on va boire une bière, tu vois. Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Moi quand j'ai monté le café, j'étais aussi... Alors on touche à des trucs qui sont très émotionnels, au sens humain du terme, fondamental, quoi, genre on fonctionne tous comme ça, et du coup c'est vrai que c'est compliqué, et moi j'avais la même idée, genre je me disais bon, ta tête c'est un carton, les idées c'est des papiers, quoi, donc tu les sors. Je
pense que Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale, c'est souvent un visuel qu'il utilise Ouais, un peu, d'accord. où il met une passoire au-dessus de sa tête Ouais. là pour filtrer et tout. Et oui, clairement, tu vois, rationnellement, c'est un truc qui nous appelle, enfin, que je trouve hyper logique, et t'as envie de fonctionner comme ça, et tu te dis, mais ce serait tellement libérateur et facile, tu vois, Ouais. de vivre comme ça. Et en même temps, c'est pas le se le dire, et c'est pas aussi simple de le faire. Tu Ouais. vois, genre, il y a beaucoup de verrous, par exemple, ce que ça remplit, le fait de vouloir avoir raison ou de défendre ses idées quand c'est relié à l'identité, etc. C'est vachement relié à comment tu t'es construit. Est-ce que quand t'as grandi, t'avais une famille aimante, est-ce que t'as des amis pour te soutenir, des trucs comme ça. Quand t'as un environnement émotionnel sain, tu vois, où tu te sens bien, t'as des bonnes bases, c'est toujours facile quelque part de se dire, bon, cette idée ou cette valeur, etc. Oui, c'est vrai, peut-être que je pourrais changer. Ouais. Il y a quelque chose de plus fluide. Et à juste un point, contrario, peut-être aussi quand on est plus jeune, c'est plus simple. ouais, il y a Plus ça on aussi. vieillit et plus Ah bah, on vieillit avec ses idées, plus c'est dur de les on abandonner. sédimente un peu l'identité qu'on Ouais. s'est créée, c'est sûr. Hein. Et du coup, à contrario, tu vois, quand je sais pas, t'as une période où tu te sens pas bien, ou voilà, t'as pas cette capacité à pouvoir t'appuyer sur des trucs qui sont autour de toi et qui sont agréables, ben, ça peut être beaucoup plus difficile, hein, juste que quelqu'un vienne titiller une idée, Ouais. ça te remet en cause, et si t'es dans une période où tu peux pas te permettre, en gros, une grosse remise en question parce que ça va pas et tout. Donc, c'est pour ça aussi, tu vois, que dans l'approche du café, moi, il y a vraiment cette idée hyper importante de comme à la maison, quoi. Mm. Au sens, t'es à l'aise, Mm. tu te sens bien, tu sens que les gens autour de toi, ils veulent pas te convaincre de quelque chose, ils veulent pas t'imposer des... C'est pour discuter, c'est pour échanger, c'est pour rigoler, etc. Et clairement, ouais, c'est hyper important. Ouais. Après, sinon, il faut tous faire des stages de méditation au Tibet, 3 mois de Vipassana, et on a tué son ego, mais voilà, c'est pas très facile. Hein. Ouais, mais il y a un truc dans ce sens-là, ouais, je pense. Mais ouais, pour rebondir là-dessus, je pense aussi qu'il y a que la société aussi, enfin, les gens autour de nous, valorisent vachement le fait qu'on ait des idées, qu'on change pas d'avis, tu vois, que tu persistes dans tes idées et tout. Et en Ouais. fait, c'est pas très bien vu de changer d'avis Ouais, ou complètement. de dire je sais pas, tu vois, rien que ça, rien qu'être humble, c'est pas très bien vu. Ouais. Et je pense que ça peut changer. Je pense pas que c'est un truc qui soit définitif. Je pense que petit à petit, on peut encourager ça dans les discussions, dans une manière de débattre avec des gens. Voilà, encourager l'humilité, avouer quand tu sais pas, encourager le fait de changer d'avis. Enfin, Ouais. tu vois, tu t'imagines dans ta vie regarder un débat télé avec des politiciens et qu'à un moment donné, il y en a un qui disent ah non, ah ouais, vous avez raison, ah oui, non, j'avais Ouais. pas vu ça comme ça. Putain, c'est vrai. C'est ouais. incroyable, tu vois. Ouais. Et genre, ce genre de débat qu'on peut voir, ça nous propose un cadre comme ça, qui est à mon avis hyper malsain et qui est pas du tout propice à ça. C'est Et en fait, sûr. voilà, faut retravailler un peu cette flexibilité. Alors, tu vois, cela dit, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, et je me dis, cependant, tu vois, par exemple sur les réseaux, souvent, j'ai remarqué que quand quelqu'un reconnaît une erreur, il est un peu presque, on lui fait des éloges, tu vois. Ce qui est pas mal, hein. À Ouais. contrario de ce qu'on se disait, tu sais, de changer d'avis et tout, j'ai remarqué que ça peut arriver souvent que quelqu'un dise ah, en fait, il faut que je vous avoue, je me suis trompé, machin, j'ai voulu Ouais. faire ça, mais je pensais mal faire et tout. Est-ce que t'es Les pas gens dans font, une. C'est cool de Ouais. reconnaître et tout, tu vois, de soutien un peu, voilà. Peut-être. Mais est-ce que t'es pas dans une De- bulle bulle sociale d'opinion. qui, Ouais, exactement. qui, Ce que qui j'étais en train de promeut me ça, dire. parce que je pense que c'est pas Non, le cas c'est partout. clair, c'est clair. Mais je pense que de plus en plus je dans les, voulais nuancer, il y avait ça aussi. dans mais les ouais. communautés peut-être un peu plus scientifiques ou esprit critique, je pense que les gens ont conscience de ça et vont vachement valoriser quelqu'un qui reconnaît ses erreurs et tout. Et tant mieux, essayons de le faire davantage, quoi. Mais oui, c'est sûr qu'après, sinon, c'est. Ouais, on est beaucoup dans un système où c'est pas valorisé, quoi, de changer d'avis. Et alors, ça, c'est quelque chose où la culture française a un grain à dire, enfin, un truc à dire, je pense, dedans. Clairement, pour avoir vécu au Québec où c'est pas trop le même délire, ou même j'ai discuté avec d'autres gens qui vivaient. Là, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec une franco-espagnole, je sais pas comment on dit, États-Unienne Espagne-américain, donc hispano-américaine, États-Unienne voilà, C'est pas mais pareil. qui vit depuis 25 ans en France. Ouais. Et on discutait beaucoup de ça. Et ouais, le fait d'avoir une opinion tranchée, c'est un truc hyper français, quoi, Ah d'avoir ouais, une d'accord. opinion sur tout, ouais. Alors, c'est des tendances générales, Ouais. etc. Mais en France, c'est important, tu vois, Ouais. si on te dit c'est quoi ton opinion sur truc, et tu fais bon, voilà. La plupart du temps, les gens, ils aiment se positionner, tu vois. Ouais. Faut être de ci ou de ça, quoi. Ah ouais, grave. Donc, Et puis c'est souvent pas- un peu
pas à l'extrême, positif. quoi, tu vois. Pas une position entre les Ouais, deux, quoi. c'est sûr Pas que très nuancé. ça amène pas beaucoup de nuances, quoi. Euh, A few moments later. Ça repart. En Parfait. fait, j'ai coupé. Parfait, le clap est bon. Donc voilà, on a fait une petite pause, ça recommence. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on a fini sur ce qu'on disait. Est-ce que donc la médiation scientifique et la vulgarisation prend de plus en plus enfin, ça grandit de plus en plus en ce moment, hein. D'une part sur Internet et d'autre part localement, peut-être avec vous et d'autres assos. Enfin, j'ai l'impression que c'est le cas, hein. Est-ce que en fait cette médiation scientifique, enfin, la vulgarisation de manière générale, est-ce que ça touche toutes les classes de la société ou est-ce que genre il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres? Ne serait-ce que si on fait des questions hommes-femmes, tu vois, est-ce que vous, par exemple, au café, vous constatez qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a plus de jeunes que de vieux? Est-ce qu'il y a plus de, je sais pas, Alors, de classes sociales plus élevées par rapport à des gens qui viennent d'un milieu plus modeste? Bon, tu vois, ce genre de problème, quoi. alors deux trucs. Déjà, je vais rebondir sur l'histoire du renouveau, de la médiation. Ouais. Effectivement, depuis 6-7 ans, il y a un bon renouveau de la médiation scientifique en ligne, chaîne YouTube, podcast, etc. Même qui s'est matérialisé parfois dans des festivals genre Lyon Science, Play Ouais. Azur, les historiques de Montbazon avec Nota Bene où il y avait des gens du YouTube scientifique et tout. Et après, je sais pas trop sur le terrain, je sais pas dire. Tu vois, je sais pas. Il faudrait regarder des enquêtes ministérielles ou des trucs comme Niveau ça. associatif, par Ouais, exemple? voilà, c'est ça, parce que, bon, déjà, je sais que dans la plupart des endroits, les budgets des assos vont plus à la baisse qu'à la hausse. À Toulouse, il y avait un truc qui s'appelait la Novella, que j'ai jamais connu moi, mais dont tout le monde m'a parlé parce que c'était trop stylé, Ah qui ouais était un truc scientifique un peu public dans la ville et tout, qui n'existe plus. Je sais pas trop exactement comment ça se passe en termes de nombre d'initiatives et de portée des trucs, Ok. tu vois. Donc au Parce que moins à moi j'ai grande ma petite échelle. lucarne à Toulouse, quoi. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a un renouveau du Ah. ton qui est employé pour parler de sujets scientifiques en ligne, quoi. Et alors, du coup, Et alors avant de après, passer... pour non, les- mais non, justement, Ah. je vais rebondir quand même là-dessus. Je garde l'autre. Ouais. Comment t'expliques toi que aujourd'hui, là, donc c'est à l'horizon 2015, quoi, 2014-2015, ça a explosé ces contenus-là? C'est compliqué à dire. Bon, c'est le développement de YouTube. Ouais. Au Les départ, outils qui sont vachement simplifiés, quoi. Ouais, c'est tout ce qui est venu avec Internet, hein, tout ça. Podcast Science, qui est un podcast amateur qui existe depuis vraiment pas mal de temps. Je pense qu'ils ont commencé avant 2010. Je sais plus. C'est des vieux de la vieille. Mais ouais, ils ont. Il y a des trucs. Au début, c'était beaucoup les blogs. Ouais. Comme David Loapre, la chaîne Science Étonnante, il avait un blog avant la chaîne. Il l'a toujours d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est ça, mais c'était le départ, quoi. Beaucoup de trucs qui sont Ouais, partis il y en a comme ça. beaucoup qui sont partis de blog et qui sont passés sur YouTube parce que plus de visibilité. Honnêtement, je Ça sais attire pas. plus Je de- sais pas. Moi, je sais j'ai pas une- pourquoi il y a eu ça. Peut-être j'ai qu'il y un avait peu une théorie. Il y avait un vide Ouais. qui était à remplir de parler de science en mode fun, cool, Ouais. tu vois. Donc, je sais pas. Moi, j'ai une théorie un peu là-dessus. Alors, peut-être plus pour le développement de l'esprit critique, de la zététique et tout ça. C'est qu'en fait, ça revient un peu contre l'explosion d'informations qui est disponible et la quantité d'informations, enfin, et la qualité aussi de l'information Ouais. qui a explosé sur Internet et qui, en fait, amène à des dérives potentiellement néfastes, tu vois. Et j'ai l'impression que la démarche zététique s'est un peu construite face à cette explosion-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord que pour ce qui est du contenu de scepticisme scientifique Ouais. ou de cette nature-là, c'est venu pour moi un petit peu en décalé. Tu vois, par exemple, la première chaîne YouTube que je placerai de manière très mon point de vue unique, hein, genre j'ai pas fait Je une pense que ça va enquête, être la voilà. même, Mais c'est Bruce d'y penser, exactement. qui a quand même été un des premiers à faire des trucs un peu science, histoire des sciences, cool, avec des blagues un peu pop culture et tout. Et lui, il n'y avait pas vraiment de démarche au sens esprit scientifique critique, c'était surtout parler de trucs cool, Ouais, voilà, c'est vrai. Mendeleïev. Peut-être est-ce que derrière lui, c'était pas genre. Peut-être inconsciemment aussi, pour lutter contre la désinformation ou des trucs comme ça, ou de l'inculture Je sais scientifique, pas. on va dire. Je sais pas. Non, peut-être, non, je sais pas. Je sais pas. Mais Mais, moi, en mais fait- c'est sûr que ça a coévolué, quoi. Ouais, Quelque c'est part, c'est sûr que plus il y avait de fake news, plus les gens Ouais. pour qui c'est important de faire quelque chose Ouais. se sont dit il faut que j'y mette, il faut que je Ouais. fasse du contenu, il faut diffuser. Donc c'est sûr. Et même en fait, sur genre historiquement, le début de la démarche zététique qui date grosso merdo des années 80, ça explose, donc en France en partie, mais dans d'autres pays aussi, avec le développement de la télévision.
et que en fait il y a eu à la télévision, on commençait à avoir des émissions extraordinaires, voilà, des gens qui venaient faire des trucs. Donc notamment je vois ce que tu veux dire. on cite souvent Uri Geller, qui était un monsieur qui est toujours en vie d'ailleurs, qui tordait des cuillères, enfin qui prétendait tordre des cuillères. Et souvent on raccroche le début de la zététique à ce monsieur-là parce que les premiers mouvements sont venus pour dire non mais attendez, ça Ouais, en c'est réaction de la à un précipitation, truc, on sait ouais, faire. Et j'ai l'impression que en fait tout au long de l'évolution de l'esprit critique, ça s'est fait voilà, en coévoluant avec les Bah, discours ouais, qui complètement, parce existaient. que tu vois, Et même la- sur les sujets en fait qui sont abordés, tu vois, genre autrefois c'était plus genre sur les maisons hantées, les sorcières et tout qui était plus à la mode. Aujourd'hui, on est plus sur des questions de santé ou des questions d'écologie, des questions sociales qui sont plus actuelles, quoi. Ouais, il y a clairement une analogie de gens qui se battent un peu pied à pied et qui vont sur le terrain de l'autre et Ouais. tout, hein. Ouais, c'est sûr. Et t'as raison, tu vois, le premier programme de vulgarisation scientifique à grand succès dans le monde, c'était Cosmos avec Carl Sagan et à la télé. Ouais. Et moi, pour avoir lu 2-3 bouquins de Carl Sagan, bon, il n'y en a pas écrit tant que plus, je crois. The Demon Haunted House. Ouais, World. World, pardon. Science like a candle in the dark, c'est ça, ouais. Et ben dans ce bouquin, il en parle du fait de ce truc-là, des Ah ouais. vendeurs de... Je sais plus comment il appelle ça. J'ai oublié les termes anglais et tout, mais en gros, des vendeurs de farce et attrape, Ouais. quoi, en gros, hein, qui veulent te vendre des trucs absurdes et tout. Et qu'il est un peu en réaction à ça, Ok. et que c'est pour ça qu'il veut apporter aussi Ouais, ouais. l'esprit critique aux gens. Ouais, Un c'est- grand c'est sûr. défenseur de l'esprit critique et de la vulgarisation. Et puis, j'aime beaucoup la manière dont il fait, parce que c'est très humain, tu vois. Ok. Dans tous les contenus que Carl Sagan a fait, ses bouquins, la série Cosmos et tout, il y a un côté de l'aventure humaine, de ce que ça veut dire d'être humain individuellement et collectivement, tu vois. Enfin, ouais, franchement, pour démarrer, tu vois, si Ouais. je devais dire à des gens, démarrer dans l'esprit critique, la démarche scientifique, lisez des trucs de Carl Sagan, regardez Ok. ses séries, c'est trop bien, quoi. C'est juste trop bien. Alors juste avant de revenir à la question que je t'avais posée tout à l'heure, je voulais préciser qu'en fait, ce livre-là dont on parlait, donc The Demon Haunted World, je sais pas s'il est traduit en français. Je l'ai pas trouvé en français. En Mais fait, on oublie. j'imagine que oui. J'ai appris ça sur le site du Cortex. On oublie souvent que ce livre, en fait, a été coécrit avec sa femme, Anne Druyan, qui a été complètement, ouais. qui était un peu effacée de l'histoire. Et c'est notamment ce qu'on appelle l'effet Matilda, où certaines scientifiques sont un peu Exact. oubliées. Très bel exemple donc de film, voilà. Mathilda, ouais. Donc voilà, Carl Sagan et Anne Druyan qui ont écrit ce livre. Exact, c'est vrai. Donc c'est bien. Et de Anne préciser. Druyan d'ailleurs qui a été vraiment son tandem dans beaucoup de choses, hein. Ouais. Anne Druyan, elle a... J'ouvre une parenthèse, mais parce que Carl Sagan et Anne Druyan me fascinent. Mais les plaques qu'il y a sur les sondes Voyager là, qui sont partis et tout, Anne Druyan a participé à ce truc quelque Ouais. part dedans. Je sais qu'il y avait une histoire aussi, ils ont... je sais plus, ils ont enregistré ces ondes cérébrales qu'ils ont gravées sur la plaque qui est partie, ou des trucs... Ils ont vraiment fait ça ensemble et tout, il y avait un truc fort, et puis Ouais. le reboot de Cosmos, c'est aussi Ouais. avec elle, de la série Cosmos Ouais. qui a été fait après la mort de Carl Sagan. Déjà, je savais même pas tout ça. Tu vois. Donc non, ouais, elle est ultra. Donc ultra voilà, quand on impliquée, parle de hein, Carl c'est Sagan, clair. passons à mentionner Anne Anne Druyan, Druyan, c'est quelqu'un de formidable aussi. Ouais. Et en fait, c'était pas voulu, mais ça reboucle un peu avec la question que je te posais à la base, tu vois, c'est genre, est-ce que Ah tu oui, vois, les... de l'entre-soi, quoi. Ouais, à et qui puis est-ce ça qu'il y a touche. plus d'hommes, plus de blancs, riches, éduqués, voilà, je vais déjà des par- villes, je sais Je pas. vais déjà parler de ma lucarne, de mon truc. Ouais, parce que... qu'après, on peut avoir un avis éclairé peut-être, mais je suis pas sûr qu'on sache vraiment. Clairement, donc nous au café, la première limitation qu'on a, c'est que de base, on a monté un lieu qui n'est pas une bibliothèque avec des fonds publics et tout, donc on doit faire payer entrée. C'est-à-dire les gens ils consomment, ils partent, ils payent 4 euros, 6 euros, je sais pas. Et donc à partir du moment où c'est payant, bah déjà, tu as forcément tous les gens qui vont pas venir parce que c'est payant. Alors après, on essaye de conserver un truc où vraiment le lieu fonctionne financièrement sur les gens qui viennent la journée travailler et tout, et les événements, on les fait pas payer ou pas trop cher, etc. Mais c'est toujours Ouais. un truc qui est compliqué pour nous parce que si on voulait, enfin, on voudrait faire tout gratuit, mais Ouais. voilà, sinon on coule, il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de récafé, donc ça se tire une balle dans le pied. Donc il y a déjà ça qu'il faut avoir en compte dès le début, tu vois, c'est sûr. Ensuite, donc toujours pour ce qui est de chez nous, en termes de public, je dirais que ça dépend du domaine. C'est-à-dire que si je fais une conférence sur le spatial, oui, le spatial et l'aéronautique sont des domaines très marqués au niveau du genre encore, où il y aura beaucoup plus de gars, de mecs que de femmes, même si c'est pas à Ouais. 100%, hein, et qu'il y a j'ai plein de femmes qui sont venues, qui ont fait des exposés et tout, hein, pas que Ouais. dans le parti public, mais aussi dans la partie intervenante. Hein. Mais il y a ça, alors que si tu parles de d'autres sujets, genre je sais pas moi... archéo, enfin Bio, plein d'autres. peut-être. Ouais, bio, voilà, il y a des trucs où les clichés sont moins marqués. Après, en termes d'âge,
Après, genre, peut-être C'est- juste pour ouais, préciser, en fait, des gens pourraient penser que, en fait, il n'y a pas de souci avec ça, c'est parce que bah, les mecs sont plus intéressés par quelque chose et les femmes par autre chose, tu vois, et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Mais en fait, la question, c'est plutôt, est-ce que, genre, Pourquoi ils ouais, sont intéressés est-ce que c'est par pas la juste culture qu'on réplique, Bah enfin, oui. qu'on reproduit en fait ce qui a été fait avant, tu vois, et qu'on ferme des portes qui ne devraient pas l'être. Ouais, c'est ça. C'est ça Moi, le vrai problème. Parce que- Moi, mon but, c'est d'essayer de faire le moins d'entre-soi possible ou le moins de. J'essaie d'ouvrir le plus possible, on va dire, en général. Et donc, après, mon approche, c'est de dire bah, je vais essayer de faire un truc qui titille la curiosité, qui est fun, qui est accueillant. Tu vois, je sais pas si bienveillant est le bon mot, mais accueillant, c'est-à-dire que tu te sens bienvenu, tu peux poser des questions, même si t'as rien vite au sujet avant de venir, tu sais pas de quoi on parle et tout. Tous ces trucs-là. Et après, bah, les clichés de la société, je peux pas, genre, tu Ouais, vois, ouais. pas y faire grand-chose, mais ouais, c'est sûr. Ça se peut très bien que nous, on participe à répliquer Ouais, je pense que des trucs autour du spatial chez nous, ça devienne des boys clubs, tu vois. Ouais. Bon, Non, bah après, je pense que bah, tu peux pas lutter tout seul contre ça, mais genre, si t'as la conscience déjà. si Enfin, t'as conscience et que t'essayes de faire des pas Ouais, dans une c'est ça, direction, déjà... exactement. Mais c'est hyper pas évident. Ouais, c'est clair. Faire gaffe à au moins la parité, ou Ouais. ne serait-ce que pour les intervenants, des Ouais, trucs comme ça, exactement. quoi. Il faut, faut être Exactement. vigilant, quoi. Ce que je respecte pas du tout pour l'instant pour mes invités, mais j'aimerais bien plus le faire. Et alors après, de manière plus générale, sur l'histoire de qui ça touche, clairement, pour moi, le plus gros biais, c'est pas forcément les histoires d'âge ou de genre, c'est de classe sociale, quoi. C'est le classisme vraiment de la diffusion scientifique. Alors il y a plein d'assos qui font des trucs pour essayer de toucher tout le monde, d'aller dans des quartiers, alors pour des publics empêchés, ou milieu carcéral, hôpitaux, maisons de retraite, etc. À Toulouse, il y a l'asso Les Étoiles brillent pour tous, qui fait ça. Donc les publics empêchés, c'est ceux qui n'ont pas qui ont un accès de physique. base, en si fait, tu fais un événement dans la salle polyvalente de la ville, ils pourront pas venir. Ok. Ouais, parce que ils sont pas physiquement ou voilà. Je sais pas ce que c'est la limite exacte de la diffusion empêché. publique empêchée au niveau des institutions culturelles et tout, comment ils le voient, mais pour moi c'est ça quoi. C'est la personne qui peut pas juste faire comme tout le monde et venir au truc. Et oui, clairement après ces classes populaires, je pense qu'ils sont délaissées. De plusieurs manières différentes, c'est-à-dire que l'offre culturelle va pas venir à elle, et en même temps des clichés où il y a des clichés autant entretenus qui font qu'eux-mêmes vont pas considérer que ça les concerne, ou qu'il faut y aller. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, et ça c'est sûr que typiquement au café, nous on a pu faire que des choses dans nos murs parce qu'on a déjà beaucoup trop de travail avec ça, mais si je pouvais claquer des doigts et me retrouver dans un moment où genre on a une asso on avait essayé de faire une asso, mais il y a eu Covid et tout. Mais faire plus de trucs hors les murs, voilà, clairement, j'essaierai de faire ce genre de trucs. Hein. Grave. À Toulouse, Ouais. il y en a, hein, mais ouais. Ouais, est-ce que c'est souvent un problème moi, je le constate dès qu'il y a un événement zététique ou cours de zététique. En fait, les gens qui sont là, c'est des gens qui connaissent déjà. C'est des convaincus. C'est des convaincus, ou c'est des gens qui ont déjà fait de la science et tout. Facile. Et en fait, je pense que tout l'objectif de la zététique et de l'esprit critique, c'est justement aller toucher ceux qui ne le sont pas. Pour moi, ce qui est important, c'est qui vont potentiellement souffrir en fait de ce manque de culture esprit critique. Ouais, c'est ça. À qui ça bénéficierait encore plus, quoi. Parce qu'en plus, il pourrait. Ouais, c'est un outil d'émancipation aussi, quoi. Ouais. Mais. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Zut, attends voir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait juste avant L'asso, peut-être. L'asso que vous avez essayé de créer. Non, oui, le fait d'être entre soi et qu'avec des gens qui sont déjà convaincus. Clairement, oui, voilà. Ce qui est important pour moi, c'est de contourner, quoi. Il faut bien essayer d'expliciter les trucs implicites que les gens peuvent avoir dans la tête, de clichés, que ce soit dans les mots que tu utilises, dans les sujets, etc. Et après, tu vois ça, tu dis, ok, ça c'est un caillou, comment je le contourne, quoi. Comment j'invite la personne à passer par là et à faire, en fait, on pourrait faire un jeu, machin, on pourrait faire un atelier écriture, je sais pas, des trucs où les gens vont plus avoir cette barrière. Ouais. Et à la fin, tu refais, bingo, vous avez fait 3 heures à discuter de méthodes scientifiques, en fait, et vous vous êtes approprié d'outils et tout. Et de, quelque part, de faire, tu vois, la corrida à la fin, de se révéler les trucs. Tadam. Et là, en fait, c'est ça depuis le début, tu vois. Okay. Et un côté un peu, voilà, où tu contournes ça. Typiquement, c'est tout un art, hein, typiquement, c'est pour ça que tu utilises... Vous évitez d'utiliser le mot science à premier rapport, parce que le mot science, c'est justement un mot qui va discriminer une certaine partie de la population, pour les gens que je veux le plus toucher, c'est-à-dire ceux qui ne se sentent pas concernés au départ, ou
voilà, qui vont pas consommer du contenu scientifique. C'est horrible de dire consommer du contenu scientifique. Non, mais voilà, qui vont pas s'intéresser à ces sujets-là. Oui, clairement, il faut faire super gaffe et donc il faut s'interdire certaines choses, quoi. Et après, c'est un juste milieu parce qu'après, tu peux pas non plus cacher tout le temps. Enfin, voilà, si tu fais un événement sur, je sais pas moi, on avait fait un truc sur la mémoire avec le CNRS, bah tu dis c'est un événement sur la mémoire avec le CNRS, donc voilà. Ouais, bon. C'est pas toujours évident. Bon, je pense que j'ai une dernière question. Après, si tu auras rajouté des trucs, tu pourras. Est-ce que avec cette atmosphère un petit peu conviviale, ce truc un peu informel, vous n'avez pas peur un peu de trahir toute la rigueur scientifique et un peu de trop simplifier certaines choses et qui pourraient être plus complexes que ça? Ouais, je vois. Bah ouais, ça c'est un truc que je me suis demandé aussi, à quel point tu peux parler de sujets sérieux de manière pas sérieuse, ou en tout cas de manière décontracte. Bah au final, tout dépend de l'objectif que tu te fixes. C'est-à-dire que si le Récafé, je disais que c'était un lieu où on peut faire des formations et délivrer des diplômes ou je sais pas quoi, on serait pas armé pour. Mais vu que nous, notre but, c'est vraiment de titiller la curiosité, de lancer les gens sur des sujets, de leur briser des clichés, des trucs comme ça, là, pour le coup, il n'y a pas de problème à faire ça. Et tu vois, même quand on a un truc très sérieux, genre un chercheur qui vient avec une conférence, où voilà, le chercheur, il vient, ou la chercheuse, elle vient avec sa parole, elle vient avec sa culture, quoi, tu vois. Alors on essaye de prévenir, genre faites pas trop de slides, mettez pas trop de trucs comme ci, comme ça et tout. Mais voilà, il y a toujours ça. Et quand t'as quelqu'un qui débarque, qui connaissait juste le café, qui vient par curiosité, ça peut toujours faire un petit truc. Mais c'est pas grave en fait, c'est tout un truc autour, quoi. Le fait que... Je pense aussi que c'est pas très grave, mais je pense que des gens auraient pu te faire cette critique-là, quoi. Ouais, non, mais complètement. Sur la rigueur. Mais moi, c'est un truc que je me suis dit au départ de comment on va faire, mais c'est une ligne que tu navigues en fait, où tu estimes à quel point je vais simplifier, mais ça c'est tout l'art de la médiation en général, hein, scientifique. À quel point tu simplifies, à quel point tu restes proche. Voilà, moi comme je suis dans une démarche où je me dis je veux intéresser les gens, j'ai pas trop de soucis à me dire c'est pas grave si je leur donne pas toute l'histoire, du moment que j'y mets les bonnes nuances. Exemple typique, dont on avait parlé une autre fois déjà, tu vois, c'est quand on fait un quiz au café, si j'ai vu une étude intéressante récente qui avait un résultat un peu contre-intuitif, enfin en tout cas qui remue quelque chose, qui fait poser des questions, et que je trouve intéressant de faire réfléchir les gens dessus avec une petite question de quiz un peu déguisée ou quoi, je le fais. Et je vais quand même essayer de bien insister sur le fait que c'est pas béton, tu vois, c'est une étude, c'est pas une méta-analyse avec plein d'études, c'est pas le consensus et tout, c'est une piste et on sait pas. Tu vois, je reviens 2-3 fois dessus au début et à la fin, je peux pas faire plus, quoi. Mais faut juste garder la ligne. C'est les trucs, enfin toi tu parles beaucoup de bayésianisme et tout, c'est ça, c'est d'essayer de dire aux gens, là en termes de crédence, on est là, tu vois, genre de jauger. Moi j'aime bien cette phrase, je sais pas si ça va te plaire. En fait, être rigoureux, c'est être aussi humble que l'on n'est pas expert. Être aussi humble qu'on n'est pas expert. Plus t'es expert, plus tu peux te permettre de pas être humble. Moins t'es expert, plus il faut que tu sois humble. Tu vois. Et je pense que c'est un petit peu la rigueur, c'est reconnaître aussi quand on sait pas et le dire. Moi je pense que c'est bien d'être humble tout le temps. Oui, oui, c'est vrai que ça a une limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si t'es tellement béton dans un domaine que t'es certain que... Parce que tu as 30 ans d'études dedans et tout, il y a une chose là, c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il faut un peu sortir de ta modestie et dire non, mais c'est sûr, c'est comme ça, quoi. Il y a une limite, Mais j'aime bien la phrase quand même, elle est bien. Elle est bien, elle est okay. Cool si ça te plaît. Bon, pour finir, je vais te proposer un petit quiz bayésien. Allez, que j'ai adoré regarder dans l'épisode. J'essaie de le faire maintenant. Donc, pour rappel, le bayésianisme, en fait, c'est un peu une philosophie de la connaissance qui dit que à chaque affirmation, en gros, c'est intéressant de poser une vraisemblance, une probabilité. Par exemple, si je dis quelle est la probabilité qu'il fasse beau demain, est-ce qu'il va faire beau demain? C'est pas oui ou non, c'est 80%, 10%, 20%. Et c'est raisonné comme ça, et à chaque nouvelle information, on essaie de mettre ça à jour. Ça, je trouve que c'est pas mal, ça permet aussi pour dialoguer, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Ça laisse la place à la nuance. Ça laisse la place à la nuance, Alors que, en fait, intuitivement, notre cerveau, il a tendance à partir sur oui, non, blanc, noir, méchant, pas méchant, beau, moche, etc. Alors, il faut essayer de garder un petit peu de nuance.
Alors en fait, je les ai pas préparés, donc j'ai eu le temps d'y Let's réfléchir go. pendant le. Allez, on se lance. Enfin, un truc. Improvisation. Alors le premier que je voudrais te poser, c'est d'après toi, au 1er janvier 2022, on ne parle plus du tout de Covid. Plus du tout de mesures, c'est fini partout dans le monde. Impossible. T'as pas à dire impossible. Hein Un chiffre. Ah oui, c'est vrai. On n'est pas extrêmement improbable, donc genre 0, quelques 0,1%, tu vois. Pourquoi? Parce que de toute manière, même si on est sorti de la pandémie, en termes de malades, tout le monde est vacciné, en fait c'est bon, on a fait du tracking, etc. Ouais. Dans tous les cas, le Covid existe et va coévoluer, en fait. Il va être là, quelque part, comme la grippe de 14... Ok. Non, c'est pas 14, je sais plus. 18. Enfin, du début du La grippe espagnole. Voilà. En 1918, 1919. qui est- Finalement, on a. dont ça les existe plus. descendants évolutifs sont dans la grippe saisonnière. Hein. Ok, d'accord. Donc voilà. Ok, d'accord. Après, Ouais, ta du coup, question c'était est-ce qu'on parlera toujours de Covid? va être plutôt est-ce qu'on aura toujours pour des mesures ou Ah oui, c'est ça. ou est-ce qu'il y aura Est-ce qu'on encore sera dans le jus encore de la ouais. pandémie en termes de mesures sanitaires et tout, Voilà. je veux dire? on va dire plus ça, même si c'est moins précis du coup comme question. Au Mais 1er janvier? 2022. Ouais, je sais pas. C'est bien. Clairement, Par exemple, tu dois mettre une. clairement là, l'horizon des événements est trop. Genre, non, c'est impossible. Hein. Genre, Ah, ouais. entre les variants, l'implication avec les mesures de santé publique et tout, j'aimerais être optimiste et me dire yes, on va en sortir. Ouais. Je sais pas où on en sera. Mais si je te demande de faire un pari. Un pari, je dirais, on est toujours dedans, mais dans une situation moins Non, pire. mais du coup en pourcentage. En pourcentage, excuse-moi, ouais. Assez bas quand même. Ouais. Je dirais. Non, même. Très bas, 10% de chance. Ok. C'est trop proche. 1er janvier, c'est trop proche. Ah, quand même, hein. Ouais, Ok. C'est vrai que ça bouge vite, mais ouais, je sais pas. On va voir. Ok. Je pense que j'étais plus confiant, en tout cas pour la France. Dans le monde entier, je pense que c'est plus compliqué. Mais pour la France, ouais, j'aurais été plus confiant que ça sur le fait que il n'y a plus de mesures. Enfin, Mais tu vois, le gros aiguillage qu'il y a pour moi entre choisir plus oui, plus non, c'est que sur les variants, on sait pas trop si là, le réservoir de variants qu'il y a avec toutes les mutations qui sont, ça converge en mode tous les variants, on voit qu'ils commencent à avoir les mêmes mutations parce que le virus il s'optimise dans un certain sens, je sais pas quoi. Ou au contraire, il devient plus il a virulent. testé 1% des trucs. Ouais. Enfin, moi j'ai aucune connaissance en biologie, donc là je parle de loin avec 2-3 émissions radio que j'ai entendues. Ok. Ou si au contraire il y a encore beaucoup de trucs sur lesquels le virus peut tomber avec les mutations qui vont générer des trucs trop chiants quoi. Ok. Voilà. Euh, Je vais mettre 0,1. 10% je veux dire. Ok. Let's go. Ok. Encore une petite pause avec le petit point chocolatine Voilà. pour montrer qu'on est bien de Toulouse. Du coup, voilà, nouvelle question bayésienne. Disons, en 2050, la fusion nucléaire est largement établie en France, commercialisée et nous sauve un peu de tous les problèmes énergétiques. Alors, si avant tu veux dire un mot de la fusion nucléaire. Bah, du coup, la fusion, c'est le fait de prendre des atomes légers et de les forcer à se mettre ensemble et c'est ça qui libère l'énergie. Au niveau. Je crois que c'est 26 fois plus d'énergie par rapport à 1 kg de trucs que tu utilises de combustible que la fission. Ouais. Donc c'est vraiment beaucoup plus. Et en plus, c'est pas des éléments lourds. Donc en termes de radioactivité, c'est différent et c'est mieux. Énergie. C'est le soleil. Voilà. Le soleil fait de la fusion. C'est la fusion. Le soleil, c'est de la fusion. Donc on a un réacteur à fusion nucléaire qui est dans le ciel. Donc c'est plus d'énergie, moins de déchets, pas de déchets quasiment, Voilà, et aucun risque parce que ça peut Alors, pas. aucun risque, j'imagine que non, parce que dès qu'il y a beaucoup d'énergie à un endroit, il y a forcément des risques, mais comme avec une centrale à charbon, comme avec une centrale au méthane agricole, ça peut péter. Hein, Mais il voilà. n'y a pas les problèmes, par exemple, qu'on a dans les centrales nucléaires de fusion du cœur ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça non, peut pas non, s'emballer, en alors fait, ça non, s'arrête. exactement, ça c'est vrai que tu fais bien de le mentionner. La fusion, c'est très dur il est très dur d'entretenir les conditions qui font que ça se fait. C'est le problème principal qu'on a qui fait qu'on n'en a pas partout. Et donc, par défaut, ça va plus avoir tendance à s'arrêter. Hop là, s'évaporer que. Alors que la fission, c'est. S'auto-entretenir, quoi. La fission, c'est le contraire, c'est plutôt le ralentir qui est compliqué. Voilà, c'est Et ça. en fait, si. C'est un peu. Ouais, c'est ça. La fission, tu joues
tu limites une réaction qui pourrait aller plus vite. Je viens de finir la série de Tchernobyl, donc je suis en plein dedans. Donc voilà, la fission, il y a vraiment un équilibre à trouver, alors que la fusion, c'est on entretient un peu la production d'énergie, mais en fait, si les moyens lâchent, s'il y a un blackout, s'il n'y a plus d'électricité, etc., il n'y a aucun problème. Alors c'est beaucoup de simplification de dire comme ça, mais ouais, en gros, c'est ce que j'ai retenu. C'est ça. Et à la limite, il n'y a aucun danger, tu peux en avoir un dans le jardin presque. Alors, ouais. Gros budget, hein. Gros budget pour les travaux quand même. Bon, ouais. Mais, du coup, alors, donc plein de promesses et 2050, plein de gens, comment dire, comptent sur ça pour résoudre un petit peu les problèmes d'énergie. Alors, en tant qu'élève ingénieur, qui n'est plus ingénieur, mais qui était très techno-optimiste dans ses études et tout, que je suis un peu moins maintenant, ça c'est un truc qui me fascinait. Par contre, j'ai compris assez rapidement, on avait fait un événement sur ITER, le projet ITER qui est le plus gros projet de fusion mondial au café. Et le truc c'est qu'en fait c'est une cathédrale. Il faut voir le projet ITER comme une cathédrale au sens de moyenâgeux du terme, c'est-à-dire que les gens qui ont commencé le projet, ils seront morts avant qu'on soit au milieu, et les gens qui font le milieu, ils seront quasi morts à la fin. Enfin, vraiment, c'est un truc immense, quoi. Donc bon, 2050... 2050, c'est mort, parce qu'en fait... Epsilon %, quoi. Là, ce qu'il faut voir avec le projet ITER, c'est que, sauf innovation massive, mais ça, je vois pas trop, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se cassent la tête depuis très longtemps sur ce truc-là. Imaginons qu'on mette 10 fois le budget actuel. Imaginons que les Chinois... En fait, c'est pas tant... Il y a une question de budget, mais c'est pas que le budget. J'expliquerai après. Mais en gros, pour revenir juste en termes de durée, de toute manière, c'est un démonstrateur, ITER. Le temps qu'il soit mis en service, puis... alors, je crois qu'il y a deux phases principales. En gros, une fois que tout est fermé, ils peuvent plus rouvrir. Donc, il faut qu'ils fassent un truc avec un test. Ils voient si là, ça marche bien. Puis ensuite, qu'ils rajoutent tous les trucs autour, où là, ça enferme ce qu'il y avait au centre. Et du coup là tu as une phase de travaux qui est très longue et à la fin tu as la mise en service définitive entre guillemets du truc. Ça c'est plus de 2050 déjà. Et en plus de ça après il y a le côté la preuve de concept, du coup il faut la construire ailleurs, que ce soit une puissance publique ou pas, enfin il faut l'installer, c'est compliqué quoi. Donc horizon 2100 presque. Fin du siècle, c'est-à-dire que ce sera la cerise sur le gâteau si on a passé la crise climatique. Ce ne sera pas la solution sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour résoudre le problème. Et du coup, tu crois que c'est une bonne idée d'investir là-dedans des milliards et des milliards par contre, oui, sur 70 ans? Pour moi, c'est une bonne idée parce qu'en fait, si tu regardes l'argent qu'il faut à l'échelle de tout le développement humain, commercial, enfin tous les projets de recherche qu'il y a et tout, c'est pas grand-chose. Hein. Donc ça vaut le coup. Pour le potentiel que ça représente, ça vaut le coup, mais de ouf, tu vois, vraiment. Okay. Mais il faut être conscient que c'est totalement contre la vision qu'ont les personnalités politiques d'aujourd'hui où tu investis pour l'avenir. Là, on investit vraiment pour les générations futures. Là, pour le coup, la fusion nucléaire, c'est pas pour nous. Hein. Et donc l'autre truc que je voulais dire... Du coup, en fait, on sort complètement d'une vision un peu allant vers la sobriété et laissons tomber ces solutions techniques, tu vois. Je sais pas si ça te parle. Attends, donc tu voudrais dire sobriété, donc on laisse tomber la fusion. Ouais, par exemple, et on laisse tomber toutes les recherches sur l'avion à hydrogène, des choses comme ça. Bah, en fait, et si se dire, pour moi, là, la meilleure solution à court terme, c'est plutôt d'aller vers la sobriété, quoi, plutôt que de miser sur des trucs qui vont être là dans... Pour moi, c'est pas trop antinomique, tu vois, parce que de toute manière, on va aller vers la sobriété. Hein. C'est-à-dire que la fusion nucléaire va pas arriver avant. Hein. Si c'était demain, à la limite, on pourrait se poser des questions et tout. Mais là, laisse tomber. Hein. C'est ça, c'est voulu ou subi. Hein. Donc la question, c'est plutôt, il va y avoir tout un ramdam dans ce siècle. Et est-ce que c'est cool à la fin d'avoir ce truc-là qui arrive? Après, c'est une question compliquée. Ouais, c'est une question compliquée parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'autre chose que je voulais préciser quand même, que je trouve est peu connu sur le projet ITER, c'est que en termes de projet scientifique international, le projet ITER est le plus grand projet scientifique au monde qui réunit le plus de pays. Ah ouais. Plus que la Station Spatiale Internationale, etc. Et donc quand on parle de délai, tu disais si on met tout le budget maintenant, tu vois. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ITER est une coopération gigantesque de pays, la Chine, la Corée, les États-Unis, la France, des pays d'Asie, des pays d'Amérique, des pays enfin tout le monde, quoi. Des pays d'Afrique. Et du coup... en gros, tout le monde s'est réparti des trucs, tu vois. Il y a machin qui veut la technologie des aimants supraconducteurs, etc. Et donc, en fait, même si tu mettais 3 fois plus de budget, alors déjà, les chercheurs, ils seraient très contents parce que ça serait safe, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, il y a toujours le côté logistique, coopération,
de faire des choses ensemble avec des normes, des standards et Ouais. tout, qui est très compliqué, hein, qui Ouais. prend énormément de temps, c'est un casse-tête. Puis quoi. ça apporte beaucoup, j'imagine, à on va dire la géopolitique internationale, qui Bah, est ce projet où Comme tout le monde beaucoup de collabore. projets de scientifiques internationaux, c'est un ciment, hein, ça c'est clair, c'est comme l'ISS, c'est comme d'autres trucs, c'est cool. Pour moi, c'est un plus international au sens de ciment entre des pays, quoi. Ok. Quand tu coopères sur un truc, t'as moins de chances de voir l'autre comme quelqu'un d'hostile, quoi. Donc, ouais. Ok. Donc c'est bien d'avoir ce Donc truc de coopération. 0,01% pour 2050 Ouais, ouais, c'est... et 2100. Dur. Alors 2100, je dirais que... Ouais, c'est ça, c'est dur de dire parce qu'en fait... Il peut se là- passer plein de choses. Là, on pose plus trop la question de... Parce que si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que la fusion, on la comprend physiquement. On sait ce qu'on doit faire. C'est juste que le truc à construire est si compliqué que ça prend un temps fou, quoi. Ouais. Et qu'après, il y aura des phases où on le simplifiera, j'imagine, et tout. Mais c'est pas on comprend pas comment fonctionne la on fusion. sait comment il faut le faire. Ça, c'est physiquement et Mais tout. en Alors, il y a gros, il y a des améliorations à faire pour apporter des appareils différents, des machins, des manières de confiner le champ magnétique différentes, ou je sais pas quoi, mais le problème, il est plus là, il est dans la réalisation qui est ultra complexe, quoi. Mm. Et donc, après, cette réalisation, elle dépend du contexte international, de la chaîne logistique, de est-ce qu'il y a encore les minerais qu'il faut, et machin, et tout ce que tu veux. Allez, on sait pas. non, mais il faut un chiffre Faut un chiffre. pour 2100. 2100. mon Et là, gars, comme tu t'imagines. dis, avec tout le ramdam qu'il peut y avoir dans Franchement, ce je vais te siècle, dire un chiffre, mais c'est comme si j'écrivais un truc dans le sable avant qu'il y ait la vague qui arrive et qui l'efface. Ça n'a presque pas de sens, quoi. Je sais pas, on va dire 50%, comme ça Ouais. on va pas se mouiller, tu vois. exactement. Enfin, si, Alors, je me en dis zététique, déjà. on appelle ça des fois l'effet bof. Quand tu te mets à 50% pour dire bon. c'est pas Mais en trop même mal. temps, 50% c'est non, déjà mais, énorme. non, mais hein. je pense que j'aurais été par là aussi. 50%, Peut-être en dessous. Peut-être un peu en dessous. 50%, ça veut dire en 2100, on a toujours une chaîne logistique et Ouais, exactement. industrielle qui Ça aussi, permet de c'est faire vrai. ça. Peut-être j'aurais été un peu en dessous. Dernière question que je vais te poser. Le Récafé est ouvert le 1er novembre? On va essayer, ouais. Ah, bah 1er novembre, non, parce que c'est férié. Bon, bon est ouvert début Non, novembre. mais Parce qu'en fait, en on l'a gros, même pas dit au début, mais en fait, actuellement, le le Récafé, Récafé est. Comme est- tous les est bars, fermé. restaurants, machin, est fermé. Donc nous, on n'a pas de terrasse, hein, donc l'ouverture de terrasse ne nous concernait pas. Et ni le click and collect, parce que tu peux pas trop click and collecter de l'ambiance conviviale où tu payes un lieu à l'heure où tu es dedans. Voilà. Donc, Tu sais, tu sortirais devant la porte et tu raconterais. Je sais pas, un petit ouais, truc. et Hey, puis, ça va? on peut discuter un peu et tout. Tu sais, je Après, me les gens, mets- ils repartent, Je tu me vois. mets comme ça, je discute avec les gens. Et c'est très bizarre. Ça Click ferait and vraiment collect de la genre, bonne humeur. autant quand tu viens, c'est un peu fluide. Si j'étais devant, ça ferait genre on monnaie une discussion de. C'est trop bizarre. Absurde. La prostitution de convivialité, tu sais. Trop chelou. Trop bizarre. Et donc, on est fermé depuis novembre. Et là, donc, aujourd'hui, on enregistre, c'est la rouverture des salles intérieures de restaurants et tout. Donc, théoriquement, on devrait rouvrir, sauf que non. Car on déménage. On est en train de... On a cédé notre bail sur notre local et on est en train de voir pour un autre local dans Toulouse. Pour plein de raisons. Pour réduire le loyer. Pour réagencer différemment plein de trucs. En termes de ce qu'on peut faire dans le café. Enfin, on va changer les horaires. Il y aura plein de trucs qui vont changer. Voilà. Et Inch'Allah, on pourra faire encore plus de trucs trop bien. Donc, début novembre, on pourra vous retrouver au café. Ouais, l'idéal c'est ça. En fait, ça va on vise la automne, fin d'année, et on est tributaire du temps que ça prend pour toutes les démarches, puis les travaux et tout. Ça va prendre du temps, quoi. Donc, Ok, bah, très bien. À bientôt. Et peut-être à bientôt. Peut-être que je serai aussi dans le coin. Ouais. À le Récafé. peut-être moyen, ouais. De toute façon, on va se croiser. Et Vous voilà. croiserez Jean-Loup de l'épisode. Ah oui, de l'épisode précédent. Jean-Loup qui sera clairement au café pour faire des trucs, ouais, c'est sûr. Voilà. Bon, ben, à bientôt. Salut, à bientôt. Enfin, peut-être. J'ai pas dit le enfin peut-être. C'est pas grave. Tout le monde l'oublie.